Alors, donc, je suis Abou Ndiaye, sociologue, et donc depuis quelques années, donc depuis 6 ans, je travaille sur une pratique qui est assez répandue en banlieue, mais très peu connue des Français en général, mais plus connue par les journalistes sous le nom de mécanique sauvage. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, ce qui nous amène à travailler sur cette question, c'est en fait, on s'est aperçu que c'est une activité qui se passe très souvent dans les marges urbaines. Donc la localisation est assez importante puisque c'est toujours dans les grands ensembles, avec une activité qui est spécialement centrée sur la réparation. Je dirais, c'est un peu le prolongement de ce qui se passait avant, au moment de l'introduction de l'automobile dans les cités ouvrières, où il y avait des pratiques qu'on appelait d'entraide entre mécaniciens, entre habitants. Aujourd'hui donc, en fait, cette activité qui était donc une activité d'entraide entre voisins, c'est plus ou moins professionnalisé avec des personnes qui le plus souvent viennent des pays du Sud et qui viennent donc amener dans le Nord une pratique qui disparaît du fait du changement de modèle économique. Parce que dans les garages classiques, aujourd'hui, il est impossible, si vous avez un certain type de panne, d'avoir un mécanicien qui puisse vous réparer votre voiture. Donc, quel que soit le niveau de capacité financière que vous avez, vous n'auriez personne pour vous réparer votre voiture sur certaines pannes. Parce que ça ne rentre plus dans le modèle économique des garages classiques. Et donc, on a, comme ça, des professionnels qui font ce que j'appelle de la mécanique clinique, qui consiste à prendre des voitures qui sont en panne. Par exemple, vous arrivez, votre voiture a un problème de soupape. Si votre voiture a un problème de soupape, vous n'avez aucun garage qui aujourd'hui, sauf les concessionnaires, qui vont vous facturer peut-être 4 ou 5 fois le prix vénal de la voiture. Or, quand vous allez voir ces mécaniciens-là, ils sont capables de désosser le moteur, de reprendre la soupape, de retordre la soupape quand il le faut, de faire, mouler des pièces s'il le faut, des pièces de complément quand la pièce d'origine n'existe plus, pour pouvoir vous refaire une voiture qui donc roule à nouveau, et peut-être pour 1 million de kilomètres. Alors ces mécaniciens de rue, ils sont situés où en France et c'est quelle catégorie de population qui s'est mis dans ce marché-là et ça s'adresse à quelle catégorie de population? Alors, ces mécaniciens, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont localisés le plus souvent dans les grands ensembles, donc dans les quartiers populaires de banlieue. Mais on en trouve aussi dans les zones, dans l'Est parisien, dans l'Est de la ville de Paris. Toute cette partie-là recueille aussi, on va dire, la présence de mécaniciens qui toujours viennent des Suds, donc d'Afrique, mais également maintenant des pays de l'Est, qui viennent donc avec un savoir-faire qui n'existe plus. Ce savoir-faire-là, comme il n'existe pas, y compris dans les garages classiques, s'adresse potentiellement à tout le monde. Et en fait, en réalité, on trouve tout le monde, y compris les gens qui ont des voitures de collection, qui viennent réparer leur voiture parce que visiblement, ils n'arrivent plus à le faire ailleurs. Donc ils répondent à un marché, à une demande sociale, prioritairement de gens qui sont un peu prisonniers de leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer en dehors de leur voiture, mais qui, en fin de compte, se déplaceraient quand même avec des voitures qui sont dans un état qu'on appelle des poubelles roulantes. Donc avec des poubelles roulantes, eh bien, aujourd'hui ça devient difficile puisque, comme vous le savez, au mois de juillet, donc dans moins d'un mois, va rentrer en application un nouveau dispositif en France, où plusieurs agglomérations ont mis en place ce qu'on appelle des zones à faible émission. Et ces zones à faible émission vont exclure prioritairement des gens qui sont donc les occupants, les automobilistes de ces voitures poubelles, en quelque sorte. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils sont détenteurs d'un savoir-faire qui pourrait, en tout cas les mécaniciens sont détenteurs d'un savoir-faire qui pourrait aider à la transformation
de l'ensemble de ces voitures qui sont aujourd'hui recalées du fait des nouvelles législations et qui pourraient de fait devenir des voitures électriques. Et on a une série de personnes qui ont aujourd'hui réfléchi à comment on pourrait passer des voitures diesel qui sont très polluantes à en faire des voitures qui deviennent des voitures électriques. Et il y a un prototype qui existe aujourd'hui et qui pourrait embaucher une partie de ces mécaniciens qui sont capables... Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces mécaniciens de rue seraient la liaison pour passer d'une mécanique polluante à une mécanique plus durable. Ils font partie de cette transition énergétique. Voilà, je dirais qu'en fait, ils font partie, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une mécanique qui utilise principalement des pièces d'occasion. Et quand ils n'utilisent pas des pièces d'occasion, ils vont réparer des pièces qui, autrement, l'ensemble de l'organe serait à jeter. Imaginez un moteur, ça peut être 800 kg. Donc 800 kg de déchets économisés à chaque fois qu'un moteur est réparé au lieu d'être jeté. Et donc avec tout le processus de refabrication d'un moteur. Donc je dirais que le bilan écologique par rapport à ce type de pratique, quand on regarde l'économie du déchet, il est largement, et on a essayé de faire des évaluations pour pouvoir montrer en fait, l'impact, j'allais dire, écologique et économique de ces pratiques dans l'économie en général et dans la transition en général. On s'aperçoit qu'en fait, contrairement au regard qu'on peut avoir, qui est un regard plus centré sur l'impact, parce que c'est des pratiques qui déversent des huiles sur les sols, donc qui impactent effectivement la nappe phréatique, qui peuvent centrer l'essentiel des critiques qu'on fait sur eux. Alors qu'en réalité, quand on fait le bilan global, moi je dirais qu'ils font ce qu'on appelle de l'économie circulaire. C'est des pratiques a priori polluantes dont le bilan écologique est positif. Voilà. Et en plus, il y a je suppose qu'il y a un avantage social parce que ces gens-là trouvent un travail parce qu'ils trouvent ici qu'ils ne trouveraient pas forcément ailleurs. Non seulement ils trouvent un travail qu'ils ne trouveraient pas ailleurs, mais en plus, comme le disait tout à l'heure Pascal dans notre discussion à off, beaucoup d'entre eux dépannent les garages classiques quand ils se retrouvent confrontés à des pannes qui les dépassent. Donc de fait, l'économie formelle du garage dépend en partie des compétences recyclées de ces mécaniciens de rue. C'est très intéressant parce que ce qui se passe finalement en banlieue parisienne, en banlieue parisienne, comme tu le disais, c'est très similaire à ce qui se passe dans d'autres pays du monde. C'est tout à fait ça. Et moi, j'ai toujours tendance à croire qu'en fait, on oublie souvent que voilà, beaucoup d'activités finalement. Peut-être qu'ici, on a un format où tout est tellement normé qu'on oublie qu'en fait, le système normé n'est qu'une des parties des activités qui ont des pluralités de normes. Et donc, quand on va dans le sud, on sait très bien qu'en fait, partout, par exemple, les garages ne fonctionnent pas avec un local, j'allais dire, attribué qui fonctionne, mais il fonctionne souvent dans des espaces qui sont des espaces, j'allais dire, un peu polyvalents. Parce que ces pratiques-là ont des vertus cachées, et ces vertus cachées ne deviennent de vraies vertus que dans la mesure où on les accompagne à mettre j'allais dire, en valeur ce qu'ils font très bien, et surtout à rééquilibrer, par exemple, tout l'impact négatif qu'ils ont actuellement pour en faire en fait des éléments qui peuvent être recyclés, l'huile de vidange qui sont souvent déversées au sol, pourrait être valorisé comme une bonne partie des déchets. On sait que, par exemple, tous les restes de ferraille sont aujourd'hui récupérés par des personnes qui vont aller les revendre dans des systèmes de valorisation du fer, des plastiques, etc. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, leur bilan est déjà positif. Mais je pense que pour que ça reste... positif en termes de politique publique, il faudrait pouvoir les accompagner pour éviter les effets négatifs de cette activité. C'est exactement ça.
en fait, là, c'est que, bon, voilà, ils nous mettent le PVC Market parce qu'eux, ils sont quand même spécialisés dans la récupération, sans doute, du plastique qui est en fait une des composantes aujourd'hui des voitures modernes. Non seulement ça existe en banlieue parisienne, mais depuis quelques années, je me déplace dans plusieurs régions de France et dans chaque cité, dans chaque banlieue populaire, je retrouve la même chose. Donc la spécificité a priori indienne de cette image, elle est universelle en fait. Elle est universelle. il y a une différence. Cette photo, en fait, elle est intéressante à double niveau. Parce qu'en Inde, on sait recycler le plastique des pare-chocs. Alors qu'en France, on pourrait savoir, mais on n'a pas développé de filière de recyclage des pare-chocs. Donc, on peut revenir vers ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va avoir réutilisation de pare-chocs démontés sur des vieilles voitures, des épaves et tout, qui vont être utilisés sur une autre voiture. Mais le pare-choc en question, on ne va pas le recycler. On va éventuellement le réutiliser. Oui, parce que alors, je ne sais plus quel est le composant du plastique en général des pare-chocs, mais en gros, on ne sait pas où on ne veut pas le recycler. Mais en Inde, en Égypte, en Turquie, on sait le recycler d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'en France, la filière n'existe pas. Point. Donc déjà, on dit que c'est quelque chose qui n'est pas recyclable. Une des grandes questions quand on travaille aujourd'hui sur l'informel, c'est dans quelle mesure on peut intervenir sur l'informel. Et faut-il intervenir sur l'informel? C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives dans différents pays, particulièrement en Amérique du Sud, pour les récupérateurs de déchets, tentatives de formalisation de l'informel. C'est-à-dire qu'on a essayé de rassembler des récupérateurs de rue informels sous forme de coopératives, avec un très grand argument qui n'est pas faux, qui est de dire voilà, on va donner des droits sociaux aux personnes en question, on va leur apporter une sécurité du travail, sauf que ce type d'expérience va concerner peut-être 10% des personnes qui sont dans l'informel et que dans le même temps, les 90% restants vont être interdits d'activité puisqu'on va, tout en formalisant l'informel, on interdit l'informel. C'est un peu ça le problème. D'autre part, moi, il y a une expérience qu'on a suivie à Rabat au Maroc, où donc dans une grande décharge, il y avait des récupérateurs informels dans la décharge. La décharge ayant été déplacée, il y a eu création d'une coopérative qui emploie donc d'anciens récupérateurs informels de l'ancienne décharge. Alors déjà, on retombe dans ces fameux 10%, seulement 10%. Mais ils se retrouvent dans des conditions de travail effectivement qui sont plutôt mieux qu'avant. Ils ne sont plus dans la décharge puisqu'il y a tout un système les camions vident à un endroit, il y a une chaîne de tri, ils sont dans une chaîne de tri, ils ont des gants, ils ont des lunettes, tout ce qu'on veut. Mais déjà, ils gagnent beaucoup moins qu'avant. Problème, véritable problème. L'autre problème à Rabat, c'est que contrairement aux pays occidentaux, il n'y a pas de tri à la source. Donc on crée une chaîne de tri, mais où arrive le tout venant. C'est-à-dire que tout ce qui est recyclable est mélangé avec les déchets ménagers, avec l'organique, etc. etc. En aval, ouais, exactement. Et donc du coup, eux, sur la chaîne de tri, et contrairement aux chaînes de tri en France, que moi je connais bien, notamment à Tours, ils ont des déchets complètement souillés. Et donc déjà, ce qu'ils récupèrent, c'est très simple. Moi, j'ai vu les balles de plastique recyclées, à recycler, dans le centre de tri sont complètement souillées, alors que les récupérateurs de rue, ils récupèrent direct dans la poubelle des bouteilles de plastique propres. Pareil pour le carton. Le carton, il le récupère dès le début, avant qu'il soit mélangé dans les bennes tasseuses avec autre chose. Le carton qu'il récupère dans la rue est nickel, alors que celui qui récupère au niveau de la décharge, il est à la limite inexploitable, presque. Donc voilà, moi je m'appelle Pascal Garet, je suis sociologue et photographe. Je travaille depuis 5 ans, 6 ans à peu près, sur la récupération informelle de déchets dans différents pays. Le Maroc, l'Égypte, la Turquie, la France et depuis peu Beyrouth. Alors la France, pourquoi la France? Grande question. Ah oui, j'ai pas dit que je travaillais avec Bénédicte Florin, géographe, qui est spécialiste des déchets, de la récupération informelle des déchets depuis plus longtemps que moi. Donc c'est elle qui m'a entraîné dans la chute dans les déchets. Voilà. Donc on travaille vraiment ensemble.
La France, grande question. En fait, nous, on a toujours travaillé avant, on va dire chercheurs du Nord avec des guillemets, sur les pays du Sud avec toujours des guillemets. Et à un moment donné, ça nous a beaucoup dérangé d'avoir toujours ce regard Nord-Sud, et donc tout en voyant des pratiques très très similaires en France. Et donc un jour, on s'est dit, là, on peut plus se permettre de travailler sur des pays dits du Sud sans travailler sur des pays comme la France. Pays dits du Nord, pays dits développés, voilà. Ça nous semblait intéressant, important. Et du coup, on s'est mis dans le cadre d'une ANR, un programme de recherche qui s'appelle Margine, qui est piloté par Sciences Po et l'Université de Tours. On s'est mis à travailler sur les ferrailleurs, qui sont parfois appelés ferrailloux par les grossistes, sur un nom un peu ancien. En gros, les gens qui récupèrent la ferraille dans les rues. Dans la région parisienne, principalement banlieue nord et est de Paris. Alors, ce qui est un petit point qui est important à dire, c'est que donc, ces travailleurs des déchets, ces récupérateurs, sont toujours, on va dire, mis à la marge, considérés comme étant à la marge de la société, pour plusieurs raisons. D'abord, le fait de travailler avec les déchets fait qu'on est touché par le stigmate des déchets, donc déjà on est marginalisé par le reste de la société. D'autre part, la plupart de ces personnes vivent en général dans des marges urbaines, pas seulement parce qu'ils veulent vivre là, mais parce que c'est aussi un espace, comment dire, un espace de travail pour eux, c'est-à-dire que quand on récupère les déchets, il faut aussi pouvoir les cumuler, les trier, séparer les composants, etc. Donc du coup, c'est une activité qui se passe souvent par exemple dans des dents creuses, dans des espaces libres au niveau de l'urbanisme, ou dans des bidonvilles, ou dans toutes sortes d'endroits comme ça qui permettent d'avoir cette activité. Alors, sur qui sont les récupérateurs de ferraille? Alors, en règle générale, quand on parle de gens qui font la ferraille, j'aime pas le on, mais on pense Roms. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a toujours eu cette idée reçue que les Roms font la ferraille, et accessoirement sont des voleurs, mais bon, ça c'est accessoire. D'abord, première chose, tous les Roms ne font pas la ferraille. On a vu plein de Roms qui ne faisaient pas la ferraille. Et surtout, en travaillant sur les ferrailleurs, on s'est aperçu que beaucoup de gens qui font la ferraille ne sont pas Roms. Alors, si faire la ferraille, c'est effectivement une économie de la pauvreté et qui touche des gens qui n'ont pas accès au travail légal, donc c'est assez logique que les Roms le fassent à cause des lois que Sarkozy avait instaurées pour empêcher les Roms de s'installer en France au moment où la Roumanie est entrée dans l'Union européenne. À côté de ça, on va trouver des récupérateurs de ferraille, par exemple, qui sont sans papier, parce que c'est un travail que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire ce travail, il suffit d'être en bonne santé, d'aller dans la rue avec une charrette, un caddie, un camion, d'aller récupérer et de vendre aux grossistes. Ceci dit, on ne va pas avoir parmi les récupérateurs de ferraille seulement des Roms et des sans-papiers. Nous, on a rencontré aussi des récupérateurs français, deux types de récupérateurs français, soit des gens qui complètent leurs revenus par le biais de ce travail-là. Ça peut être d'ailleurs des gens qui ont un travail tout à fait légal, un plombier par exemple, qui va changer un chauffe-eau dans une maison. Il va mettre un chauffe-eau tout neuf, il va récupérer l'ancien, il va le démonter dans un chauffe-eau, il y a 20-30 kg de cuivre, c'est pas rien. Donc il va aller le revendre à un ferrailleur. Et on a aussi, pour terminer, des gens qui vont choisir ce métier-là parce que tout simplement le métier qu'ils exercent habituellement rapporte moins que ce qu'ils peuvent faire en faisant de la ferraille. Alors faire la ferraille, il s'agit de quoi? Il s'agit de gens qui parcourent les rues de la ville, des banlieues, et qui recherchent des métaux, toutes sortes d'objets en métal qui sont déposés dans la rue, qui font aussi ce qu'on appelle faire les encombrants, c'est-à-dire que beaucoup de communes ont mis en place des moments de ramassage dans la semaine où un camion passe, les gens mettent dans la rue leur lave-linge, leur frigo, tout ça, et eux ils sont malins, ils connaissent les itinéraires, ils passent avant, quelques heures avant, et ils récupèrent donc les frigos, les lave-linges, etc., qui une fois démontés pourront être vendus au poids, en acier d'un côté, inox de l'autre, cuivre de l'autre, etc. Donc faire la ferraille, c'est vraiment un métier de récupération informelle. Et toutes ces personnes vont ensuite vendre à des semi-grossistes ou des grossistes qui leur achètent au poids les différents matériaux
Voilà, je ne peux pas préciser peut-être le... Tu peux aussi donner un petit exemple, combien vaut 1 kg de cuivre aujourd'hui à Paris ou 1 kg de... Oui, alors l'acier, c'est ce qui est le moins cher, hein, c'est à peu près, on va dire, au cours qui fluctue beaucoup, mais l'acier, c'est à peu près 7 centimes le kilo, donc c'est peu. L'aluminium, on monte, si je ne me trompe pas trop, dans les 2 € le kilo, mais l'aluminium en même temps c'est léger, donc c'est volumineux. Et le cuivre, on passe tout de suite à 7 € le kilo. Alors oui, mais c'est beaucoup plus rare. Oui, il y a des métaux plus rares qui coûtent beaucoup plus cher. Mais ouais, il faut trouver. Les pots d'échappement qui ont de la platine. Qui ont du platine à l'intérieur. Absolument. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce qui est intéressant avec cette récupération qui est faite de manière informelle, c'est qu'en réalité, ces prix-là, 7 centimes, tu l'as dit, pour l'acier, sont indexés sur les prix de l'économie formelle des matériaux premiers. Donc, les matériaux secondaires de récupération, c'est ça qui est fascinant. Il y a une bourse mondiale des métaux qui est à Londres. Et donc qui affiche ses cours tous les jours. Et c'est vrai que tous les récupérateurs, dans tous les pays où on est allé, même les plus lointains, avec leur téléphone portable, ils ont les cours des matériaux de Londres au jour le jour. Et parfois d'ailleurs, ils stockent un certain temps parce que le cours a baissé. D'autres fois, ils vont vendre d'un seul coup tout ce qu'ils ont parce qu'il a monté. Ça, c'est très important. Il y a un autre point qui est très important parce qu'évidemment, on a dit donc cette économie informelle est complètement liée au formel puisque tous ces récupérateurs vendent à des grossistes qui, eux, sont l'intermédiaire entre l'informel et le formel. C'est eux qui vont revendre aux aciéries ou vont vendre à des courtiers, parce que parfois les matériaux peuvent aller très loin dans le monde. Hein. L'acier peut aller en Turquie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des enquêtes auprès des grossistes, on a pu à peu près faire un calcul un petit peu grossier, mais qui a l'air à peu près juste. C'est que l'apport des particuliers chez les grossistes en volume est à peu près de 30%. C'est-à-dire qu'un gros grossiste comme de Richebourg ou autre, quand il vend à l'extérieur, à l'industrie sidérurgique par exemple, 30% de ce qu'il vend en volume vient de l'apport des particuliers. Et encore plus fort que ça, c'est que 50% en valeur vient des particuliers, parce que les particuliers ont cette spécificité de trier, de séparer les matériaux, et donc d'un côté ils vont bien vendre l'acier, le cuivre, l'inox, etc. Et donc du coup en valeur, en fait, ils vendent moins en volume, mais en valeur 50%. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est énorme, et on ne peut pas du tout mettre de côté l'informel dans cette économie-là. L'économie de la récupération du métal, l'informel a une part énorme en France et dans d'autres pays.